Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous propose de commencer ce webinaire sur le brassage du lac. D'abord, une petite contextualisation. Donc, ce webinaire se déroule dans le cadre de l'Emonscope, un projet de l'EPFL en partenariat avec l'Université de Genève, les AVAG et l'ASL, dans la continuité des conférences en ligne que l'ASL propose depuis maintenant presque 2 ans. Ce soir, on a le plaisir d'inviter comme invité à avoir Jean-Luc Loiseau, maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève. Il nous parlera de lui un petit peu plus tard. Petite introduction. Ce Mhm. soir, on va parler de brassage. Vous aurez bien compris qu'on ne parle pas de brassage de bière, mais bien du brassage de l'eau du lac, même si celle-ci peut être utilisée également pour brasser de la bière. Mais pour ça, on a quelqu'un qui en parlera bien mieux que moi, Jean-Luc Loiseau, que j'ai le plaisir d'accueillir ce soir. Jean-Luc, je te laisse te présenter. Oui, bonsoir. Merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Jean-Luc Loiseau. Je suis maître d'enseignement et de recherche au département FA Forel des sciences de l'environnement et de l'eau de l'Université de Genève. Euh, j'ai comme background la géologie. J'ai fait études en sédimentologie et géochimie de l'environnement. Je travaille en fait surtout sur l'enregistrement sédimentaire de la contamination de l'environnement, mais ça fait dans quelques décennies que je travaille sur le lemon. Donc je connais bien ce sujet qui m'intéresse toujours. Et j'ai comme aussi hobby la randonnée, la photographie animalière et puis l'ornithologie, en plus voilà, des passions d'apprendre, comprendre et transmettre. Magnifique. Merci Jean-Luc. Merci encore d'être là ce soir avec nous. Donc au programme, on va voir qu'est-ce que c'est que ce fameux brassage. On va découvrir ce que c'est la méromictie. Bref, Aérométricité. Jean-Luc en parlera bien mieux que moi. Les effets du manque du brassage, le réchauffement climatique, est-ce que ça a une incidence? Et puis surtout, quel est l'avenir du lac au regard de ces brassages? Qu'est-ce que c'est que ce fameux brassage qui fait la une des médias en général autour du mois de mai? Hein, on a le droit à avoir des petits articles depuis une dizaine d'années de manière régulière qui nous parlent de ce fameux brassage qui n'a pas lieu. Donc Jean-Luc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce brassage, s'il te plaît? Oui, volontiers. Alors, en fait, peut-être que euh, pour commencer de parler de brassage, on va parler de stratification, hein, parce que c'est directement impliqué. Et en été, on observe la stratification des eaux du lac. Ça veut dire qu'on a des couches, hein, d'eau qui ont des températures différentes entre la surface et le fond. Et la couche de surface, comme on voit ici, qui s'appelle l'épilimnion, donc celui qui est en surface, la couche d'eau qui est en surface, qui est de l'eau chaude parce que en été, elle est réchauffée par les rayons du soleil. Et comme sa température augmente, sa densité va diminuer. Alors qu'au fond, les températures restent basses, comme on voit ici dans l'hypolimnion, donc vraiment la masse d'eau qui se trouve au fond, et les températures restent basses, comme on a vu ici, c'est maintenant autour de 6 degrés, qui fait qu'on a, comme on le voit sur le graphique à droite, des densités différentes avec un gradient, donc une variation de cette densité importante au niveau de ce qu'on appelle le métalimnion, donc qui se trouve entre les eaux de surface et puis les eaux du fond. Et là où on a le maximum de ce gradient, ça s'appelle la thermocline, donc qui sépare vraiment le lac en une couche supérieure qui est chaude et puis une couche inférieure qui est froide. Et ce qui est important à voir, c'est qu'on a vraiment à ce moment presque deux lacs qui sont séparés l'un de l'autre, hein, et il y a très peu d'échanges entre la couche de surface et la couche du fond. Donc, il y a une petite question. On voit pas le graphique. Ah, non, mais c'était le graphique précédent. Regardez le graphique précédent. Ouais. Est-ce que le... Non, c'est bon. Euh, rien. Ah,
continue? Je sais pas. Euh, Continue seulement, Jean-Luc, vas-y. ouais, ok. Ah, Vas-y, vas-y. ok, Natacha. Ok, merci Natacha. Euh, donc en fait, voilà, on voit qu'on a ces trois couches, et puis il y a des mélanges à l'intérieur de ces couches. Euh, et on voit que sur ce graphique à gauche, le mélange horizontal, c'est à peu près un jour pour vraiment, donc, l'ordre de grandeur de la vitesse des mélanges, c'est de l'ordre du jour. Et puis, au niveau de l'hypolignon, ce sera plutôt de l'ordre de l'année. Et ce qu'on appelle vraiment le brassage, c'est lorsque la couche supérieure va se refroidir suffisamment, pour qu'elle puisse être mélangée avec la couche inférieure. Et ceci va se dérouler. Il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait plusieurs caractéristiques qui interviennent pour que ce mélange se fasse. Il faut que la couche supérieure se refroidisse suffisamment, qu'elle perde de l'énergie pour que la température diminue. À ce moment, la densité va de nouveau augmenter. Elle va devenir proche de la densité des eaux du fond. Et si on ajoute un peu d'énergie dans le système, et cette énergie va venir par les vagues, donc il faut qu'il y ait aussi du vent qui souffle sur le lac, ça va engendrer un mélange dans l'hypolignon. Et si l'hypolignon est suffisamment froid, on va pouvoir engendrer comme ça un brassage complet de la colonne d'eau. Tu peux peut-être montrer la suivante, où c'est qu'on voit ces fortes bises, quand on a eu ça il y a, je pense, 2, 3 ans. Donc vraiment, c'est l'effet des vagues qui va induire, initier le brassage complet du lac lorsque les eaux de surface sont suffisamment froides. Ok. Tu peux continuer. Voir la suivante. Ouais, voilà, ouais, ok. Donc, Mais donc, pardon, c'est juste qu'on a des gens apparemment qui n'arrivent pas à se connecter, donc je suis en train de oui, voir parce ouais, on a atteint une limite. Mais merci. ok, ok. Euh, donc, il faut vraiment avoir ces deux conditions. Et dans le l'aimant, ce brassage, donc, ça va intervenir à la fin de l'hiver. Il existe d'autres lacs où qui sont moins profonds, par exemple le lac d'Annecy, où le brassage peut déjà intervenir en automne, et on peut avoir un brassage en fin d'automne et puis en fin d'hiver. Pour le Léman, c'est ce qu'on appelle un lac monomictique, c'est-à-dire normalement qu'il se brasse qu'une fois par année à la fin de l'hiver, généralement fin février, début mars, quelque chose comme ça, lorsque on a eu un hiver suffisamment froid et puis quand même des périodes de vent assez importantes. Alors, on peut voir dans la suivante, ben, à gauche, on a ce qu'on appelle le brassage complet, c'est-à-dire, bon, on va partir de l'image du haut au printemps, où on voit en surface des eaux chaudes, donc, qui augmentent leur température avec le rayonnement solaire. En été, ça continue à augmenter. Et puis, à l'automne, eh bien, les eaux vont, merci, se refroidir petit à petit. Et puis, en fin d'hiver, si voilà, les eaux sont suffisamment refroidies, on aura un brassage qu'on appelle complet. Il y aura sur toute la colonne d'eau le mélange, de la masse d'eau. Et toute la masse d'eau aura quasiment la même température. Parfois, et ça arrive de plus en plus souvent, on n'a qu'un brassage partiel. C'est-à-dire que, de nouveau, on part du printemps avec cette eau de surface qui se réchauffe. En été, ça se réchauffe encore plus. On a vraiment une forte stratification. Et puis, la période d'automne et d'hiver n'est pas suffisamment froide pour toute l'énergie
qui est stocké dans cette masse d'eau parte pour refroidir suffisamment et finalement on aura un brassage mais qui ne va atteindre qu'une certaine profondeur, qui ne va pas aller jusqu'au fond. Donc, on a un brassage chaque année, mais il n'est pas complet. Il va jusqu'à, ça dépend des années, entre, je dirais, entre 100 et 200 mètres, euh, si on n'a pas un brassage complet. Donc maintenant, on sait ce que c'est du coup que le brassage du lac, comment il se crée. Et puis, il y a ce fameux mot, donc j'ai appris sa définition, la méromicticité d'un lac. Oui, alors, ces graphiques sont tirés d'un article qui a été publié en 2024. Euh, je vous expliquais en fait, le brassage provenait, hein, d'une diminution de température des eaux de surface et puis d'un vent suffisamment fort pour brasser toute cette masse d'eau. Mais en fait, il y a d'autres phénomènes qui peuvent aussi intervenir et probablement c'est ce qui est arrivé en 2012. Et alors, si on regarde le graphique du milieu, on voit la température en fonction de la profondeur. Donc, on a à gauche la profondeur. Donc, en haut, c'est 0 mètre de profond, puis tout en bas, c'est 310 mètres. Et puis, on a la température sur l'axe des X. Et en noir, on a la situation le 11 janvier 2012. On voit qu'on a une température qui diminue avec la profondeur. Et puis à partir de 150 mètres, on a quasiment une température stable. Et puis tout d'un coup, le 23 février, donc on a déjà encore une stratification, on voit qu'on a une température plus chaude en surface qu'au fond. Le 23 février, on a une température qui est vraiment verticale, donc toute la même temps, et avec au fond encore une température plus froide. On est presque à 5 degrés, c'est la ligne bleue. Et probablement ceci est dû à un apport d'eau qui vient probablement en retour d'eau qui vient du petit lac, parce que là on est vraiment au centre du lac, dans le grand lac, vraiment au milieu, dans la plaine centrale, à 309 mètres de profondeur. Et probablement qu'il y a des eaux qui viennent des côtés du lac et du petit lac, qui ont coulé vers le fond, et qui ont apporté de l'eau froide vers le fond. Et on voit cette courbe bleue où à 270 mètres, elle chute, on perd encore un demi-degré. Et on peut aussi lire, par exemple, sur les concentrations en oxygène qui est à droite, cette ligne bleue, où on a une diminution enfin, pardon, on a une augmentation, hein, vers le fond. Au fond, on est à 8 mg par litre, alors qu'à 270 mètres, on est à 6 mg par litre. Donc, il y a certainement de l'eau qui arrive pas depuis la surface, mais qui arrive depuis les côtés qui ont permis de faire ou de participer au brassage complet du lac. Et ça, je pense que ce sera important pour revenir dans la conclusion par rapport à ces phénomènes. Donc, c'est pas un phénomène simple qui se passe dans le lac. Il y a plusieurs phénomènes qui interviennent pour le mélange des eaux du lac. OK. Donc, qu'est-ce qu'un lac méromictique? C'est la question. euh, alors, ça va être opposé à ce qu'on appelle un lac monomictique. Mono, c'est-à-dire une fois, et mictique qui se mélange. Et là, méromictique, c'est qu'il ne se mélange pas. Alors, ça dépend des auteurs. Certains disent bah, c'est moins d'une fois par an, certains moins d'une fois par décennie ou par siècle, voire d'autres pas jamais. Il existe des petits lacs, par exemple, un lac typique en altitude, c'est le lac de Cadagno, où on a des sources sous-lacustres qui font qu'on a beaucoup d'apports de sulfate. Et ce lac ne se mélange jamais jusqu'au fond. Il y a une couche de 10 mètres à peu près qui se mélange et puis le reste toujours non mélangé. C'est la même chose pour le bassin nord du lac de Lugano, où le fond ne se mélange jamais. Et puis, on a quasiment deux lacs qui sont superposés l'un au-dessus de l'autre. Alors, savoir ce que l'élément est myromictique, je pense que c'est dans sa notion globale de jamais d'être mélangé, je dirais pas vraiment qu'il est méromictique, mais on dirait plutôt oligomonomictique.
donc qui se mélangent, pardon, qui se brassent rarement, mais qui se brassent quand même de temps en temps. Alors, on peut voir quelle est la cause de cette stratification, ou peut-être de ce début de ce qu'on appelle de cette méromixicité, donc d'avoir une couche au fond qui ne se mélange pas avec les autres masses d'eau. C'est lié à la température, mais ça peut être aussi lié à la dissolution de sel. Si on a depuis le sédiment des apports de matière dissoute. On peut avoir de la dissolution de silice, par exemple, ou bien, comme dans le lac de Cadagno, des apports de sulfate au fond. Eh bien, ça va induire une densité plus élevée de la masse d'eau qui va empêcher le mélange avec le reste des eaux. C'est d'ailleurs ce qui s'est, alors typiquement, c'est ce qui s'est passé dans les fjords, par exemple en Islande, hein, où on a avec la remontée du niveau marin, on a capturé des eaux salées au fond du fjord, et puis il y a de l'eau douce qui est arrivée par-dessus. Et ces deux masses d'eau ne se mélangent jamais. Donc c'est ce qui se passe aussi à Cadagno, et c'est ce qu'on voudrait éviter qu'il se passe dans le Léman, hein, parce que si on a une absence de mélange pendant longtemps, eh bien on aura de plus en plus de sels en solution qui vont s'accumuler au fond, et puis le brassage deviendra de plus en plus difficile à intervenir. Ok. Donc, si on parle de brassage, on peut voir à quelle date on a eu les derniers brassages. Donc, on voit ici sur ce diagramme la profondeur du brassage. Donc, je vous disais tout à l'heure que c'était généralement entre 100 et 200 mètres. Et les flèches noires indiquent lorsqu'on arrive à 300 mètres de profondeur de brassage. Donc, le dernier a lieu en 2012. Avant, c'était 2006-2005, il y a eu 2 années de suite. Et avant encore, c'était 99. Et puis, si on remonte un peu dans le temps avec les données qui ont été enregistrées, euh, on arrive, hop, faut que je retrouve voilà. On arrive, donc 99 et 86, donc on avait 13 ans. Pendant 13 ans, on n'a pas eu de brassage, en 86 et 99, donc on est à peu près à la même valeur maintenant. Il y a eu en 79, 81, 70, 64, 63. Donc on voit que euh, c'est vraiment pas toutes les années qu'on a ce brassage. Depuis 60 ans, c'est à peu près en moyenne, tous les 5 ans, qu'on observe un brassage. Donc, on n'est pas encore méromictique, mais voilà. On espère qu'un brassage va bientôt intervenir pour le lac. Et on va voir justement pourquoi. Est-ce que c'est important qu'on ait ce brassage et quels sont euh, les, les effets du manque de brassage? Je pense là. Merci pour la transition, Jean-Luc. J'aurais pas fait mieux. Merci. Voilà. Effectivement, on va maintenant regarder quels sont les effets de ce manque du brassage sur la qualité des eaux du lac et leur impact aussi sur la biosphère. Du coup, Oui. je te redonne la parole, Ouais. Jean-Luc. OK. Bon. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le lac fonctionne comme un réacteur. Et puis, vraiment, le fuel de ce réacteur, ça va être la vie et la production primaire, plus voilà, tous les organismes qui vont manger ces algues, hein. Donc, production primaire, ce qu'on appelle production primaire, c'est les algues qui vont faire de la photosynthèse et transformer des molécules inorganiques, hein, carbone, phosphore, azote, ensuite en matière organique et à travers la photosynthèse. Et comme on voit ici sur le diagramme en haut, euh, avec en plus de l'énergie, on va produire de la matière organique, enfin les algues produisent de la matière organique et produisent de l'oxygène. Parce que souvent, bon, c'est un peu contre-intuitif de dire, ah oui, mais l'eutrophisation, parce que c'est lorsqu'on a trop de matière organique, trop de production de ces algues, va créer, enfin, on appelle cette eutrophisation, là,
trop de nutriments, il y aura un surplus de production de matière organique. Puis on dit, mais ça va réduire l'oxygène. Mais en fait, on a la production d'oxygène au niveau de la photosynthèse. Le problème ici, c'est que cette matière organique va être consommée ou va mourir et elle va sédimenter. Et en sédimentant, elle va se retrouver dans les couches profondes du lac, comme on voit ici à droite. On a une petite perche et puis on a la sédimentation. Et alors, lors de la sédimentation, on aura de nouveau ce qu'on appelle la décomposition, de la minéralisation. C'est-à-dire que cette matière organique va être consommée par des bactéries. Ces bactéries, elles, vont utiliser de l'oxygène pour leur métabolisme. Hein. Donc, on va avoir une zone en surface où on a la production d'oxygène, et puis on a une zone dans les couches profondes où on a une consommation de cet oxygène. Et on voit que s'il y a beaucoup de cette matière organique qui sédimente et qui se retrouve vers le fond, il arrive dans certains cas où la consommation va être telle qu'elle va complètement euh, annuler, complètement consommer tout l'oxygène qui se trouve dans l'eau et on va arriver à des zones d'anoxie au fond. Donc anoxie, ça veut dire des zones sans oxygène dans les couches du fond. Puis évidemment, sans oxygène, il y a peu d'organismes qui peuvent vivre. Il y a certaines bactéries anaérobies, hein. Mais voilà, tous les poissons, les organismes qui vivent sur et dans le sédiment vont mourir. Donc, c'est une situation qui n'est pas très favorable. On peut voir justement cet effet avec ici un graphique depuis 1973 jusqu'à 2022. On voit les concentrations en oxygène dissous au fond du lac, hein, et on voit que ça fait des sortes de vagues. Et en fait, chaque vague, chaque sommet de vague correspond à un brassage complet qui a permis d'apporter des eaux qui sont riches en oxygène qui viennent de la surface vers le fond. Et comme ça, on arrive à refaire le stock d'oxygène au fond, hein, lors de ces brassages. Et par exemple, on voit en 1986, hein, on avait à peu près 8 mg par litre, et puis c'est descendu petit à petit, hein, et puis on arrive jusqu'à vers 1996-97 à 2 mg par litre. Et 99, on a à nouveau un brassage, on remonte les concentrations, 2004 et 2012 de nouveau, on remonte les concentrations et on voit qu'on a chaque fois, avec l'absence de brassage, une diminution des concentrations en oxygène au fond, justement liée à la consommation de la matière organique par les bactéries et par l'absence de recharge d'oxygène par les eaux de surface. Et donc ça, c'est déjà un problème. Euh, et on voit alors, on a la situation actuelle, c'était en 2012 ici, donc sur l'ensemble du lac, avec la CIPEL, il y a un projet qui a été initié pour évaluer l'ampleur de cette désoxygénation des eaux du fond, hein, et on voit sur cette carte la zone donc au fond qui n'a alors, c'est pas qu'il n'a plus d'oxygène, mais qui est en dessous de 4 mg d'oxygène par litre, avec cette valeur de 4 mg qui est la valeur légale en Suisse, au-dessous de laquelle il ne faudrait pas descendre pour conserver les fonctions du lac. Donc là, on voit que ça couvre quasiment presque la moitié de la surface du lac actuellement, où c'est qu'on a cette désoxygénation des eaux du fond, donc à 4 mg par litre. Alors, ce problème d'oxygène, au fond, euh, va aussi induire d'autres problématiques. Donc, à part qu'on n'aura pas d'oxygène pardon, pas d'organisme qui peut vivre au fond, va y avoir d'autres processus géochimiques qui vont intervenir. Alors, on regarde ici à gauche, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a dans les eaux du fond de l'oxygène dans l'eau. De l'oxygène dans l'eau, ça veut dire
alors, on a l'image d'un sédiment qui a été prélevé au fond du lac. Et on voit un peu la couleur de ces sédiments qu'on trouve au fond, avec la surface qui est assez beige. Et puis, dès qu'on va en profondeur dans le sédiment, ça devient plus gris et plus noir. Ça, c'est la situation normale qu'on a normalement dans tous les lacs, même les lacs oligotrophes. On a une couche de sédiment qui est oxydée. Et lorsque les sédiments sont oxydés, c'est surtout, voilà, surtout avec le fer qui est oxydé. Vous connaissez tous du fer oxydé, hein, c'est de la rouille qui donne cette couleur un peu. Alors là, elle est en relativement faible concentration, donc ça donne un peu beige, mais c'est vraiment cet hydroxyde de fer qui sont présents dans les sédiments. Et en fait, ces oxydes de fer vont empêcher le phosphore qui se trouve dans le sédiment, hein, de pouvoir diffuser du sédiment vers la colonne d'eau et revenir en fait, hein, dans le cycle de la production primaire. Donc ça vraiment empêche le phosphore qui s'est déposé dans le sédiment de rejoindre la colonne d'eau. Et ce phosphore qui rejoint la colonne d'eau, ça s'appelle une source interne de phosphore. Et cette source interne, elle peut être active lorsqu'il n'y a plus d'oxygène dans la colonne d'eau. Les sédiments sont complètement anoxiques, ils n'ont donc pas d'oxygène. Et là, il y a un processus géochimique qui fait que le fer se transforme. Et on voit la couleur du sédiment ici à droite. Et là, c'était du sédiment qui a été pris près de la baie de Vidy. Il est vraiment très noir. Et cette couleur est due à un sulfure de fer cette fois. C'est pas un oxyde, hein, de fer, ou c'est un sulfure de fer. Et ce sulfure de fer ne va pas empêcher le phosphore de passer du sédiment vers la colonne d'eau. Hein. Donc tout ce qui s'est accumulé dans le sédiment de phosphore va revenir dans la colonne d'eau et va participer, hein, à l'eutrophisation du lac. Donc ça, c'est un problème important du manque d'oxygène au fond, c'est qu'on aura une remobilisation du phosphore qui est piégé dans le sédiment, et lorsqu'on a cette anoxie, ce phosphore va pouvoir revenir dans la colonne d'eau et puis participer. Alors, on voit ça aussi avec un autre métal qui est le manganèse, qui va jouer un peu comme le phosphore, hein. En bleu sur ce diagramme, voilà, le manganèse est en rouge ici à droite, exprimé en microgrammes par litre dans l'eau euh, au fond du lac. Et puis entre les années 96 et 2004, et on voit, et en bleu, c'est les concentrations en oxygène. On voit que quand les concentrations en oxygène sont élevées, donc entre 99 et 2004, le manganèse est bas, donc il y a peu de concentration de manganèse, alors que entre 96 et 98, quand les concentrations en oxygène sont faibles, on a un relargage de manganèse aussi. Hein. Donc, avec le phosphore, on a aussi du manganèse, on a du fer, et puis on peut avoir d'autres métaux qui sont associés au fer, qui peuvent revenir dans la colonne d'eau. Donc, en plus du phosphore, on a d'autres éléments, hein, euh, qui peuvent être toxiques aussi, qui peuvent revenir dans la colonne d'eau. Et on voit cette évolution des concentrations en phosphore au fond du lac. Alors, c'est surtout la courbe rouge qui nous intéresse. On voit que en jaune, les barres jaunes indiquent les années de brassage. Hein. Donc, dès qu'il y a un brassage, bien, les concentrations au fond du lac vont diminuer parce que ce phosphore qui se trouve au fond va être redistribué dans toute la masse d'eau. Hein. Et puis, en l'absence de brassage, bon, on voit qu'on a petit à petit une augmentation des concentrations avec le temps liées à ce phosphore qui est relargué. Et le phosphore qui est aussi décomposé, de la matière organique qui est décomposée par les bactéries et qui est relarguée dans la colonne d'eau. Très bien, donc on voit Ok. que c'est pas anodin, tout de même ce manque de brassage. On a constaté du coup que le brassage était lié à une stratification liée à la température. On va se poser la question par rapport au réchauffement climatique.
Donc, il y a des études qui sont faites sur le lac, essentiellement à l'INRA, à Thonon, justement sur l'effet du réchauffement sur la fraie des poissons. Par exemple, l'ombre chevalier va être très sensible à la température. Si il lui faut des températures froides pour, par exemple, démarrer l'ovulation, il faut que la température des eaux soit inférieure à 7 degrés. Hein. Puis après, pour qu'il y ait la ponte, c'est 8 degrés. Pour qu'il y ait l'ovulation, 10 degrés. Pour qu'il y ait une maturation des embryons, c'est 12 degrés. Hein. Donc, on voit que on arrive à une situation, hein, où euh, les températures actuelles font que on commence à probablement avoir des problèmes au niveau de ces frais, surtout que ça va dépendre aussi de la profondeur et on n'a pas des zones de frais sur toutes les profondeurs. Donc les poissons peuvent pas simplement aller plus profond pour frayer. Là, ils vont trouver une température qui est plus adaptée, hein, à leur métabolisme. Donc oui, ça joue sur la fraie des poissons, aussi sur la ferra, c'est la même problématique. Euh, donc oui, on a des effets des changements climatiques sur la fraie des poissons, mais alors aussi alors ce qui nous intéresse plus au niveau de la question d'aujourd'hui sur le brassage, euh, on a une extension des périodes de stratification, hein. Donc, on observe que la stratification commence plus tôt au printemps et finit plus tard en automne. On augmente à peu près, je crois, à peu près 40 jours actuellement par rapport aux années précédentes. Cette période de stratification, évidemment, ça diminue aussi justement les périodes froides. Euh, Avec aussi, alors ce qui est important, c'est justement les vents, hein, d'avoir des périodes de vent importantes pendant plusieurs jours pour pouvoir induire ce brassage. Alors, il y a un autre effet du réchauffement climatique, c'est un autre effet du réchauffement climatique, c'est que ça va accélérer la minéralisation. Donc, enfin, ça va augmenter la température des eaux et accélérer la minéralisation de la matière organique, donc de ces algues qui meurent. Hein. Donc, ça va augmenter la vitesse du cycle de recyclage du phosphore qui va permettre ainsi de continuer la production primaire d'être importante. Hein. Euh, et ça va aussi influencer sur le type d'algues, hein, qui vont se développer. Et ce sera essentiellement, enfin, pas essentiellement, mais préférentiellement, par exemple, les cyanobactéries, hein, qui vont pouvoir se développer parce qu'elles ont besoin aussi de moins de lumière. Elles peuvent aller plus en profondeur pour chercher le phosphore. Hein. Elles vont pouvoir vivre à des températures plus élevées. Elles sont aussi moins susceptibles, hein, d'être broutées par le zooplancton. Donc, on a une modification dans les types d'organismes qui vont se développer dans le lac. Est-ce qu'il y avait encore... ok, ça, Donc, le réchauffement climatique a un effet sur le brassage, on ne peut le nier. oui. Du coup, la question se Oh, pose ouais. de l'avenir des brassages du lac. Quel est l'avenir du lac Oui, alors et quel est du l'avenir du brassage lac? du Ouais. lac? Donc on a vu que l'avenir des brassages euh, est fortement lié à ce refroidissement des eaux de surface et à la présence, hein, de fortes périodes pardon, des périodes de fort vent en hiver. Et en fait, on pourrait se dire, bah, en fait, on a une course au réchauffement entre la température de surface et puis la température des eaux du fond. Donc ici à gauche, on a la température des eaux de surface et on voit que depuis 92, on a une augmentation
hein. On passe à peu près de 5, 5,5 à 7 entre 92 et 2012. Mais si on regarde juste la dernière période sans brassage, de 2013 à 2022, on est passé voilà, merci, de 5 degrés à 5,5, pardon, à 7 degrés. Donc ça fait 1,5 degré de plus, minimal en hiver. Alors qu'au fond, on a passé de 5 à 6. Donc c'est juste, c'est les eaux de surface qui se c'est les eaux de surface, pardon, qui se réchauffent plus rapidement, hein. Donc, ceci va pas aider le brassage parce que euh, on a une différence de température qui augmente de plus en plus. Donc, il faudrait vraiment que les eaux de surface se refroidissent plus vite que la température des eaux du fond augmente pour essayer d'avoir une température qui soit presque identique pour permettre l'induction du brassage. Il y a un autre phénomène qui intervient, c'est que même si on augmente, si la différence de température est la même, non, attendez, ça, c'est un peu plus complexe. Il faut que je reprenne. Lorsqu'on a une différence de température entre les eaux de surface et les eaux du fond qui est entre 4 et 5 degrés, l'énergie qu'il faut mettre pour faire le brassage, elle est moins importante que lorsqu'on a aussi une différence de 1 degré, mais entre 7 et 8, par exemple. Hein, parce que la densité, différence de densité est plus grande entre 6 et 7 qu'entre 4 et 5. Hein. Donc, c'est pas juste la différence qui intervient, mais aussi la température absolue qui est importante pour pouvoir inclure ce brassage. Je sais pas si j'ai perdu tout le monde. Euh, Non, non, c'était très bien expliqué. mais voilà. Merci. Euh, alors, il y a des modèles. Et j'ai regardé pour préparer cette présentation. Il y a plusieurs auteurs qui ont essayé de modéliser, hein, l'avenir des brassages du lac, hein, en fonction des différents scénarios, hein, des changements climatiques, avec des scénarios avec le business as usual, ou bien si on fait vraiment des efforts. Et en fait, les résultats sont un peu contradictoires au niveau des modèles. Certains disent que les brassages vont s'arrêter complètement, hein, et qu'on va avoir vraiment un lac méromictique. Et d'autres indiquent qu'on aura une réduction du nombre de la fréquence des brassages par 50%. Donc, on sera plus à un brassage en moyenne tous les 5 ans, mais un brassage tous les 10 ans peut-être. Mais généralement, ces modèles ne prennent pas en compte les processus, comme on a vu tout à l'heure, de ces courants qui proviennent des côtés du lac ou du petit lac, mais aussi le courant qui provient du Rhône. Hein. Et l'eau du Rhône, lorsqu'elle fait des crues, hein, il peut aussi apporter de l'oxygène au fond. Hein. Donc, probablement qu'à l'avenir, le brassage sera plus difficile, mais on aura certainement encore des hivers froids, hein, et qui vont permettre un brassage complet du lac. Je crois que Magnifique. Et si on devait faire une petite conclusion du coup sur ce webinaire, oui. Alors, bon, la conclusion, ben, on ne peut pas contrer le réchauffement des eaux. Donc ça, c'est une vision locale, hein, parce que la COP s'est terminée plus ou moins bien selon les personnes. Mais voilà, ça, c'est un problème global. Mais localement, évidemment, on va pas pouvoir contrer ce réchauffement des eaux. Par contre, comme on a vu que c'est aussi certains modèles, c'est les modèles de fonctionnement global du lac qui montrent que le réchauffement a un impact similaire à l'eutrophisation. C'est-à-dire, avec un réchauffement des eaux plus chaudes, on aura une augmentation de la production primaire avec l'augmentation du cycle. Donc, euh, si on veut essayer de maintenir un fonctionnement du lac
plus ou pas dire naturel, mais plus ou moins fonctionnel, il faut maintenir l'effort pour contenir l'eutrophisation, pour pas ajouter un phénomène de trophisation, un autre phénomène de trophisation. Donc, c'est à ce niveau-là, je pense que qu'on peut faire, avoir un impact pour contrer ce réchauffement. Après, on pourra discuter, est-ce qu'il y a des méthodes pour induire un brassage ou des choses comme Tout ça. à Mais fait. voilà, je vais juste conclure ici pour vous laisser le temps de poser et moi répondre à vos questions. Bah, merci beaucoup, Jean-Luc. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aussi en préparant ce webinaire avec toi. Sujet très intéressant et comme je le redis, qui fait la une souvent des médias. Donc maintenant, on saura mieux de quoi on parle. Je reprends le point que tu as évoqué tout à l'heure, Jean-Luc, Ah, avec cette problématique, enfin avec cette question, est-ce qu'on peut, nous, humains, induire un réchauffement de manière mécanique, enfin technologique, etc. pardon, tu veux dire Du coup, induire un brassage, tu veux dire? un brassage, pardon, oui, Oui, excuse-moi, excuse-moi, on peut induire un réchauffement, oui, oui. pardon. Euh, alors, un brassage à l'échelle du Léman, c'est compliqué, hein, parce que c'est quand même des énergies qui sont énormes. Par contre, ce qui est fait dans certains lacs plus petits que le Léman, mais dans certains lacs, c'est qu'on va réoxygéner les eaux du fond, justement pour lutter contre ces processus de relargage du phosphore et de certains métaux lourds. On insuffle de l'air ou de l'oxygène dans les eaux de fond, hein, pour maintenir l'oxygène au fond. Et ça peut aussi induire par les bulles un certain brassage. Mais évidemment, on peut imaginer l'amplitude, euh, voilà, la quantité qu'il faudrait insuffler au fond du lac pour obtenir un résultat. Il y a eu des études qui ont été faites je crois, dans les années 80, justement, quand on a eu cette période de longue absence de brassage. Et si mes souvenirs sont bons, c'était de l'ordre de quelques millions pour mettre en place la structure, plus quelques centaines de milliers d'années, centaines de milliers de francs par année pour faire fonctionner la structure. Donc, c'est envisageable, hein. Technologiquement, c'est envisageable, mais pour un grand lac comme le Léman, c'est compliqué. Et si on faisait fondre tous les glaciers? Non, j'ai une question qui est posée. Quel est l'impact justement quel pourrait être l'impact de la fonte complète des glaciers sur le brassage? L'impact de la fonte des glaciers, alors oui, alors la fonte des glaciers, alors ce sera temporaire déjà, et puis ben, ce qui se passe déjà en fait, hein. Et puis ça amène plus d'eau, euh, alors plus d'eau en été, qui peut induire des courants de fond, donc apporter de l'eau au fond. Mais il y a aussi une étude qui a été faite sur les changements climatiques et l'effet sur le Rhône, et qui montre qu'on a une augmentation des températures du Rhône en hiver et qui pourrait aussi induire plus de courants de fond en hiver dans le lac, donc qui pourrait amener de l'oxygène au fond. Alors qu'avant, c'était plutôt en été que ça amenait de l'oxygène, ça pourrait amener plus d'oxygène en hiver au fond du lac, ce qui serait une bonne chose. Ok. Merci. Il y a une question qui se pose également par rapport aux pompes à chaleur, le fait d'utiliser l'eau du lac pour refroidir, réchauffer. Pour les jeunes voix, ils ont certainement entendu parler de Génilac, c'est un énorme projet de pompe à chaleur. On sait qu'il y en a de plus en plus tout autour du lac, parfois des privés, parfois publics. Quel est l'impact potentiel de ces installations? Oui, alors c'est sûr que elles sont, euh, alors, il y a une quantité énorme d'énergie qui est stockée dans l'eau, hein. Donc, certainement que localement, ça a un impact négligeable. Après, ça va dépendre de ouais,
comment dire, des dimensions qu'on parle. Mais on a vu que ça, pour le projet Génilac, ça n'avait pas vraiment d'impact, hein, sur les quantités d'énergie parce que on rejette. En fait, dans certains cas, c'est même mieux parce on va rejeter de l'eau froide plus en profondeur. Là, on a besoin d'avoir justement de l'eau un peu plus froide. Mais le problème, c'est que on n'a pas une vision encore globale de l'ensemble de toutes les structures qui peuvent être mises en place. C'est toujours la même chose, hein. Une, une industrie, pas une industrie, mais une structure, elle ne va pas avoir un impact sur l'ensemble du lac. Mais si on commence à en avoir 1000 ou 10 000 autour du lac, hein, ce qui est peut-être possible, là, on peut commencer à se poser des questions. Et on a justement un des groupes de travail de la CIPE, c'était de faire un répertoire de l'ensemble des projets qui sont en cours autour du lac et dans le bassin versant, hein, pour avoir une idée de l'impact global, hein, de toute cette utilisation de l'eau au niveau de l'énergie. Mais ouais, c'est en cours. Mais voilà, un système n'a pas d'impact, mais si on en a 10 000, peut-être que ça aura un impact. Bien sûr, bien sûr. Une question peut-être plus pratique. Comment est-ce qu'on fait pour aller mesurer la température à 300 mètres de profondeur? Oui, bien, on envoie chaque jour un étudiant qui remonte. Non, mais on a des sondes, simplement. Donc, c'est des sondes de température, mais c'est des sondes qu'on appelle multiparamètres, hein. Donc, on peut mesurer la température, le pH, la conductivité électrique. Maintenant, certaines mesurent aussi la chlorophylle ou même les différentes espèces, groupes d'espèces d'algues. Donc, à partir d'un bateau, à partir de la surface, et puis avec un câble, on descend les sondes jusqu'au fond. Et puis il y a une mesure qui se fait régulièrement, toutes les secondes. Ça, on a vraiment un profil très détaillé de la structure de la colonne d'eau. Et est-ce que c'est des mesures qui sont également prises sur la plateforme L'Explore, qui est, je le redis, Oui, partenaire du projet Lemonscope? absolument. Et ça, c'est la grande avancée par rapport à toute la connaissance qu'on a du lac, hein, avec donc la CIPEL qui, depuis 60 ans, fait l'analyse de l'eau et mesure l'eau. Euh, et euh, ces mesures ont été faites à peu près toutes les 2 semaines. Bon, hein. Donc on sort avec le bateau toutes les 2 semaines faire un profil, la journée, quand il fait beau, ou presque. Alors qu'avec la plateforme l'Explore, on a des mesures en continu, c'est-à-dire que on va faire des profils journaliers, le jour, la nuit, hein, vraiment pour avoir une résolution beaucoup plus grande, hein, une meilleure connaissance ainsi de ce qui se passe dans la colonne d'eau. Malheureusement, on n'a pas pu mettre la plateforme à plus grande profondeur, mais c'est déjà intéressant de voir ce qui se passe sur les 100 premiers mètres de la colonne d'eau, euh, jour et nuit, hein, avec une grande résolution temporelle également. Donc c'est vraiment un plus, et je pense que c'est le plus grand lac qui est équipé avec une telle structure. Donc une plateforme qui est située au large de Puy et qui est effectivement une belle opportunité pour le Léman. On connaît la problématique, si c'en est une, du fait que le lac soit franco-suisse. Euh, Comment ça se passe à ce niveau-là? Je sais qu'il y a l'INRAE à Thonon qui travaille aussi beaucoup sur la qualité des eaux du lac. Et du coup, vous travaillez ensemble sur ces sujets-là, aussi peut-être sur la plateforme L'Explore. Oui, oui, alors la plateforme l'Explore, on a, je pense, 5 institutions, si je me souviens bien, qui gèrent cette plateforme, dont l'INRA, euh, l'UNI de Lausanne, l'UNI de Genève, les PFL, les AVAG, et puis l'INRA à Thonon. Au niveau des recherches, bien, bon, la CIPEL propose, hein, et des mandats de recherche
ces différentes institutions aussi. Il fait essentiellement le suivi, le monitoring du lac. Et puis ensuite, bien, chaque chercheur, en fait, va travailler sur les sujets qui le passionnent. Ouais. Peut-être sur un autre sujet, une petite précision, parce qu'on a parlé avant de la surface hein, sur cette carte qui montrait qu'on avait plus de la moitié de la surface du lac qui était sous-oxygénée. Oui. En termes de volume, puisqu'on sait que le petit lac, bah, il y a, voilà, il y a un volume beaucoup plus petit de par les faibles profondeurs. En termes de volume, ça représente quoi? Euh, de ce qui est actuellement désoxygéné, donc on voit que la surface, on avait dit que c'était à peu près la moitié, mais évidemment, c'est pas le volume vu qu'il y a, ça fait un peu, c'est le fond de la cuvette, si on veut. Hmm. Euh, donc, ouais, faudrait que je regarde exactement, mais c'est probablement de l'ordre de 20%, je dirais. Ouais. Mais, ouais, La profondeur moyenne du lac est de sauf erreur 250 mètres. 153 mètres, la profondeur moyenne, ouais, ouais. Merci pour la précision, effectivement. Voilà. Donc, on est à, ouais, maintenant, on est autour des 200 mètres, je pense, au-dessous de 200 mètres. Donc, faut voir quel est le volume en dessous de 200 mètres, mais je pense que ça va faire à peu près 20%, 20% du lac. Mhm. Très bien, bah, on arrive au terme de ces questions. Peut-être je conclurai en disant que, comme l'a dit quelqu'un, peut-être que la coupe de Noël finalement est en danger. Et pour les ornithologues, et en tout cas à Genève, ce serait une très bonne chose, mais ceci est un autre débat. Vous trouvez plein d'informations sur le site Lemanscope, mais également sur le site de l'ASL, la plateforme L'Export, sur le site de l'Institut Forel de l'Université de Genève, sur toutes ces thématiques. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. C'est avec plaisir qu'on répond à vos questions. Je le rappelle, ce webinaire s'inscrit dans le cadre du grand projet Lemanscope. À tout bientôt. Merci beaucoup. Merci, merci à Merci. vous. Au revoir.